Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être encore une fois au rendez-vous de l'émission Le Monde en 7. Nous retournons sur les principaux sujets qui nous intéressent dans le flot de l'actualité de la semaine. Et ce samedi, on va parler de 3 sujets. Nous irons du côté du Sénégal. Le président Macky Sall dit niet au repêchage de la liste de l'opposition dans Dakar. C'est pour le compte des législatives. On va également parler de 3 pays touchés par le terrorisme, le Niger, le Mali et le Burkina. Le président nigérien Mohamed Bazoum appelle à l'unicité d'action contre le terrorisme. Et puis nous parlerons en seconde partie du Togo, la liberté de religion. Le gouvernement veut faire le ménage. Et pour évoquer ces sujets, ce samedi 11 juin, sur le plateau, il y a Germain Sossou, il est acteur politique des forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain Sossou. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et face à vous, Jacques Diakouti, il est journaliste, directeur de programme à la radio-télévision JVA. Bonsoir Jacques Diakouti. Bonsoir Niaoui, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Nous prenons tout de suite la direction du Sénégal. Le Sénégal se prépare pour les élections législatives. Selon le calendrier, ces élections doivent se tenir courant mois de juillet. Les partisans de Yewwi Askanui, la principale coalition de l'opposition, les partisans ont manifesté mercredi dernier contre la décision du Conseil constitutionnel de rejeter la liste sur laquelle figure la figure de proue de l'opposition Ousmane Sonko, le principal opposant donc à Macky Sall et d'autres personnalités. Cette liste donc concourt pour Dakar pour les législatives du 31 juillet. Eh bien, les raisons évoquées justement par le Conseil constitutionnel, c'est que cette liste ne respecte pas la parité. Il s'agit donc de la liste des titulaires de Yewwi Askanui et non celle des suppléants. La liste des suppléants est par contre validée. Donc, c'est une question de parité. Germain Sossou, je sais que Ousmane Sonko a dans un premier temps réagi lorsqu'il y a eu un premier rejet de la liste en estimant qu'il y a eu un peu une petite négligence de leur part. Est-ce que vous comprenez la décision du Conseil constitutionnel? Elle est juste pour vous? Bon, vous savez, oui, aux yeux de la loi, on pourrait dire le Conseil a appliqué la loi en tenant compte des erreurs qui se sont glissées. Mais comme vous l'avez dit, les erreurs, c'est de part et d'autre. Hein. Oui. Vous avez, il y a eu des erreurs dans la liste de la coalition du pouvoir également. Et donc du côté de l'opposition. Mais pour le pouvoir, ça concerne la liste des suppléants. Oui, des suppléants. Justement, c'est pour cela que ça crée... non, mais la liste invalidée du côté de l'opposition, c'est la principale liste, c'est pas les suppléants. Voilà, donc le problème se pose parce que, vous savez, pour participer aux élections, toute l'armada, toutes les dispositions que les gens prennent pour déposer les dossiers ou tout ça là, il arrive, que ce n'est pas seulement au Sénégal, un peu partout, il peut arriver. Vous savez, organiser les élections, il y a l'arsenal juridique, mais il y a également que l'idée d'organiser les élections, surtout dans nos pays, cette idée-là concourt à ce qui est l'apaisement. Et dans la recherche de l'apaisement, lorsque vous avez la responsabilité d'organiser les choses, tout en vérifiant avec minutie les dispositions, c'est votre responsabilité également, c'est d'attirer l'attention, parce que visiblement, ce n'est pas fait sciemment, c'est que c'est un oubli, c'est une... Et donc, dans la recherche de l'apaisement, vous pouvez tenir l'information. Oui, on est quand même très sérieux. Oui, vous savez, il s'agit des élections, mais c'est tout à fait normal. C'est comme, personnellement, j'ai eu à participer aux élections, même si c'est tellement local. Avant de déposer la liste, vous avez une commission qui étudie la liste, mais vous, en tant que responsable, vous devez vérifier. Mais ici, vous voyez, c'est tellement grave. Il faut avoir des gens qui vérifient, encore une fois, faire vérifier pour s'assurer. Et quand cela ne tienne, je dis, l'erreur, c'est des deux côtés. Moi, j'aurais souhaité que pour l'apaisement, pour le bon déroulement, qu'on aurait dû les appeler les deux pour dire, bon, voilà, il y a ces anomalies. Tâchez de trouver, voilà,
tâcher de trouver des correctifs. Et puis bon, ça facilite d'abord le travail de ces messieurs de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel là, que d'attendre de fermer les yeux, d'appliquer la loi. Maintenant, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Il y a donc des vives tensions. D'abord, il y avait des tensions. Je crois qu'on aura le temps même de revenir, parce que est-ce que c'est fait? Est-ce que ces messieurs ne sont pas conscients de leur tâche pour laisser faire? Est-ce qu'ils n'étaient pas conscients qu'on allait aboutir véritablement à ce qui se passe maintenant? Pourquoi ont-ils fermé les yeux? Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Voilà. D'accord, Jacques Diakouty, est-ce que vous pensez que c'est vrai que le Conseil constitutionnel veille au respect de la loi constitutionnelle. En la matière, comme le dit Germain Sosso, vous pensez qu'il aurait fallu préférer l'apaisement au légalisme? Bon, vous savez, en politique, il faut s'attendre à ce genre de réaction. Et quand vous prenez quelqu'un comme Ousmane Sanko, ce n'est pas quand même un novice en politique. Il sait, et il savait également que en se comportant comme ça, le pouvoir le guettait comme du lait sur le feu. Donc il fallait faire très attention par rapport à leur conception de cette liste. Et l'autre aspect, vous savez même qu'au sein de cette coalition, il y avait des problèmes. Au fait, il y avait les problèmes de positionnement, les problèmes de qui placer, qui ne pas placer et autres. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, ces difficultés-là ont vu naître. Et l'autre aspect, je m'étonne un peu souvent du comportement de Ousmane Sanko, qui doit se dire qu'il a en face de lui des gens qui ne vont pas toujours lui faciliter la tâche pour pouvoir se présenter. Donc, en matière de ça, il fallait mettre les gants par rapport à la composition de cette liste. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils ont une part de responsabilité sur cette situation, mais comme pour l'apaisement, c'est vrai que le pouvoir pouvait aussi voir et dire, bon, on laisse passer, bon, laissons-les se présenter. Et dans tout ça là, le vrai problème, c'est que, je vous dis, si Ousmane Sanko et les autres n'étaient pas sur cette liste, je ne pense pas que cela pouvait faire un si tollé, un grand bruit. C'est parce que on prive Ousmane Sanko et les autres de pouvoir aller aux élections. Voilà pourquoi il y a effectivement cette tension. Mais je crois qu'en politique, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'état d'âme en politique. C'est-à-dire que soit c'est blanc ou blanc, soit c'est le noir ou le noir. C'est-à-dire dès au moment où vous savez que vous avez des difficultés à pouvoir s'en sortir, attendez-vous à ce que l'autre puisse vous assainir un coup de massue. On a vu également au Togo ce qui s'est passé. On a vu comment une association a voulu se présenter au cours des élections locales ici. Après, on est revenu pour dire non, l'association n'a pas pris une bonne dénomination. Il faudrait revenir par ici, revenir par... Donc, en politique, il faut s'attendre à tout. C'est-à-dire que, du moment où vous savez que vous-même, vous constituez un danger pour celui qui est en face, attendez voir ce qu'une petite erreur comme ça, les gens puissent en profiter, vous asséner des coups. Et ce sont ces coups-là actuellement que la coalition est en train de recevoir. Et l'autre aspect, il ne faut pas oublier également que le pouvoir également se comportant comme ça, il faut se dire que le pays sera également dans les tensions jusqu'à ce qu'on ne puisse organiser ces élections. Et l'autre aspect, certains sont en train de dire que tant que cette liste-là ne va pas compétir, il n'y aura pas également les élections. Et s'il y a élection, ce qui veut dire que cette liste également va compétir. Donc c'est pour vous dire que nous aurons des jours à venir au niveau du Sénégal, des tensions, et le président du Sénégal étant le président de l'Union africaine, il faudrait qu'il fasse très attention. Parce que si son pays s'embrase, il lui sera difficile maintenant de pouvoir également aller dans d'autres pays pour régler des tensions. Donc je crois que la politique ne se fait pas dans la dentelle. C'est vrai que la politique, lorsque vous glissez un peu, attendez-vous à ce que soit vous brisez complètement, ou soit vous avez des stratagèmes pour pouvoir vous relever. Donc c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement au Sénégal. Je ne sais pas, oui, je suis d'accord avec mon concitoyen qui le dit si bien, c'est tout à fait normal, mais personnellement, je ne comprends pas de quoi a peur le président Macky Sall, parce que pour quelqu'un dont le palmarès en dit long, c'est quelqu'un qui a tout gagné en politique. Vous savez, il a été d'abord ministre plusieurs fois, il a été Premier ministre. Le pousse d'ailleurs qu'entre-temps, il a pris la responsabilité de supprimer ça. Si un jour vous avez... J'ai jamais compris pourquoi les Sénégalais, à l'époque, maintenant, ils l'ont sont en train de accepté. discuter pour amener ça. Bon, voilà.
parce que lui, il a été Premier ministre avant, ça lui a permis quand même, l'aura d'un non-acteur politique, ça passe par là aussi. Donc il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, avant d'être chef de l'État. Donc il n'y a pas quelqu'un au Sénégal, ils sont nombreux, il fait partie de ceux qui peuvent comprendre qu'il y a des enjeux majeurs autour de ces questions-là. Donc si vous êtes un routier, un homme d'expérience en politique, et que vous vous comportez comme si vous avez peur d'un certain Ousmane Sanko, ça laisse à désirer. Parce que... C'est le troisième homme de la présidentielle. Oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr, lui... C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Oui, mais d'accord, mais ça se joue dans les urnes. Pourquoi l'empêcher? Parce que le plus grand problème, ce n'est pas tant, et je suis d'accord, parce que mon frère, il a dit que quand vous êtes un homme de tel acabit, il ne faut même pas permettre qu'il y ait des failles. C'est là où nous regrettons, parce qu'aujourd'hui, nous aurons bien voulu défendre Ousmane Sanko et les autres à 100%, mais parce que le régime, lui aussi, sachant très bien qu'il ne souhaite pas être remplacé par ces jeunes-là, même dans leur rang, pouvait instiguer ce désordre que vous avez, les attendant au cas. Parce que c'est difficile, je n'ai pas compris comment la même personne on leur positionne ailleurs. Vous voyez, c'est ahurissant. Mais le président Macky Sall, qui ne veut pas aussi, lui aussi, il est pratiquement rigide en disant, mais non, il faut qu'on applique les choses. Je vous cite ce qu'il dit. Il dit que si on est un pays stable, ce n'est pas par un hasard. Nous avons un code électoral. Oui. Il a été discuté pendant des mois. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, qu'il y a une décision défavorable, on va appeler à la fin du monde? Donc, il campe sur sa position. Oui. L'opposition, la liste est rejetée, elle est rejetée. Oui. C'est pour cela que j'ai dit que le président Macky Sall feint d'oublier un peu l'histoire du Sénégal. Parce que là aussi, et même de l'Afrique tout entière. C'est pour cela qu'au-delà même des tests, parfois, les politiques s'accordent à cause pour rechercher donc ce compromis, à cause de l'apaisement recherché. Donc quand il dit, quand il y a les textes, quand il s'agit de l'opposition, non, c'est pas forcément ça. Ici, tout le monde voit qu'ils ont fait une erreur. C'est une erreur qui a été, pour la paix, vous pouvez corriger ça. Y compris vous-même dans vos rangs. Parce que si ça avait été les listes qui devaient permettre véritablement, comme vous l'avez dit, au président de conserver la majorité. Et je voudrais donc dire que l'enjeu, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Parce que ce qui va se passer, c'est soit il faut arriver à la cohabitation, soit amener l'opposition à contrôler donc l'Assemblée nationale. Si tant est que M. le Président a un bilan qui parle pour lui-même, moi je ne crois pas que demander ou faire un sursaut politique patriotique en disant, bon, corrigeons les choses, allons aux urnes. Pour quelqu'un qui s'est présenté maintes fois aux urnes, qui a été président de la République, il ne faut pas avoir peur des urnes. Quand vous campez aussi en disant, oui, parce qu'il y a le code, on sait qu'il y a le code électoral. Mais vous êtes un responsable du pays, vous êtes au-delà même un responsable de l'Afrique. Oui, mais il dit quelque chose de très clair. Oui. Si nous sommes un pays stable, oui, ça veut dire clairement que le Sénégal s'est bâti sur le respect de la loi. Je suis parfaitement d'accord. Respectons la loi. Je suis parfaitement d'accord. C'est comme si, au hasard, ça ne pourra jamais arriver, qu'aux prochaines élections, les dossiers de Macky Sall ne soient pas déposés à l'heure pile indiquée. Par faute de quelque... On dit à minuit, ça doit se passer. Bon, enfin, je sais qu'ils prendront la pour ne pas... Mais ça peut à toute fois... Parce que c'est nous qui gérons, on pensait que le dossier a été confirmé. Ben voilà, ça peut arriver. On dira, mais parce que oui, il n'a pas déposé à la même heure, là, il faut lui laisser. Au nom de l'apaisement, on dira, mais non, ça c'est... Tout est clair, c'est juste une faille. Je dis, ce n'est pas une violation des textes en tant que tel. C'est une erreur de composition. Et ça, le politique peut régler ça. Maintenant, si le président Macky Sall peut rester campé sur sa position en disant qu'il ne voudrait pas trouver une solution à ça pour que finalement les urnes lui donnent raison ou que ça donne raison à son adversaire, afin que la démocratie soit consolidée beaucoup plus au Sénégal et que sa grandeur puisse être perçue, bon, quitte à lui en tant que chef de l'État de voir. Voilà. Ici, c'est quand même la liste des titulaires qui est invalidée pour l'opposition et du côté du pouvoir, c'est la liste des suppléants. Beaucoup d'analystes ne comprennent pas ce jeu-là. Pour des listes, il y a des titulaires et des suppléants. Il faut les deux pour qu'elles soient validées. Comment on peut invalider l'un et maintenir l'autre? Du côté du pouvoir, on valide les titulaires et on invalide les suppléants. Pour les juristes, c'est que les deux listes doivent tomber, pouvoir comme opposition. Oui, Ignaoui, vous savez, en politique, c'est comme
on dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Quand vous voulez aller à fond dans un dossier sur un sujet comme la liste dont vous venez de parler tout à l'heure, il faut vous dire que vous n'allez rien comprendre. En fait, et puis, c'est ce qui se passe juridiquement. Mais l'aspect que moi, je voulais soulever, vous savez, c'est vrai que aujourd'hui, Ousmane Sanko draine les foules. Mais quand vous écoutez lui aussi son discours, bon, c'est un peu difficile que celui que vous avez en face de vous, celui qui tient aujourd'hui les rênes du pouvoir, que vous puissiez le traiter comme si c'est un va-nu-pied. Parce que quand on dit non, mais que si le président Macky Sall refuse, nous allons le déloger au palais présidentiel. Si Macky refuse pour que la liste la puisse compétir, il n'y aura pas des élections. Mais vous braquez l'autre qui est en face de vous. Donc, c'est pourquoi je disais, dans ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, il faudrait que le président Macky Sall puisse prendre la hauteur. C'est-à-dire, s'il ne prend pas la hauteur par rapport à la situation va dégénérer sur ce qu'ils avaient vécu avant. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre des dispositions pour boucler certains endroits pour que les manifestants ne puissent pas y aller vers ce côté. Mais l'homme est ce qu'il est. Vous pouvez sortir l'armada militaire que vous voulez. Mais si les gens veulent aller à des endroits où vous ne nous attendez pas, ils pourront aller. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait de la hauteur et il faudrait également que les gens, comme on le dit souvent, mettent de l'eau dans leur vin. Il faudrait que l'opposition comprenne aujourd'hui que le seul président qu'il y a au Sénégal aujourd'hui, c'est Macky Sall. Et que Macky Sall aussi comprenne que l'opposition qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'opposition qu'il a en face. Donc il est obligé de composer avec cette opposition. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui en Afrique, s'il n'y a pas d'opposition dans un pays, il faut reconnaître que le pays là ne pourra pas avancer. Parce que c'est quand il y a une opposition qui vous pousse à faire des choses. Vous voyez des pays où l'opposition n'est pas souvent représentée. L'opposition n'a pas tellement la force pour pouvoir agir. Vous voyez que les présidents la dorment. Et les présidents dorment, ça n'avance pas. Donc, je crois que l'Afrique a besoin d'une opposition forte, une opposition constructive, et pas une opposition qui est là pour s'opposer et détruire. Moi, je crois que, plaise à Dieu, que ce qui se passe actuellement au Sénégal, vous savez, ils ont les mourines, ils ont les imams aujourd'hui qu'on respecte. Je crois qu'il faudrait que ces imams-là puissent prendre leur bâton de pèlerin et se dire, appeler les uns les autres à l'apaisement. Il y a également les chrétiens catholiques que Macky Sall a reçu la fois passée, j'ai vu. Ils ont évoqué cette question. Je crois qu'ils pourront trouver un consensus par rapport à cette situation. Plaise à Dieu que le Sénégal ne s'embrase pas. Parce que si le Sénégal s'embrase, avec les situations que nous vivons aujourd'hui, au niveau du Mali, de la crise et autres, je crois que l'Afrique, nous aurons des problèmes à pouvoir nous en sortir. C'est quand même un pays qui est coutumier des tensions électorales. Oui, et c'est pour cela que tout à l'heure je disais que pour un routier politique, un grand homme comme Macky Sall, il oublie un peu l'histoire de son pays. Non, c'est pas la première fois que le Sénégal... à chaque fois, lui-même, avant de prendre la place de celui avec qui il a travaillé, non, le président Ouad, ils ont été des bons amis. Après, ils ont été aussi des adversaires. Mais finalement, ils se sont donné la main. Et donc, c'est aussi le jeu politique. Mais je dis, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, ces hommes religieux se préparent plutôt, même généralement se préparent à l'apaisement après les élections. Vous savez, souvent, après les élections, les gens contestent, on fait beaucoup de bruit, voilà. Mais pas avant. Parce que déjà, tel que ça commence, si jamais ils ne trouvent pas des solutions, vous pouvez imaginer les résultats. Parce que ces prémices-là vont inévitablement agir sur les résultats qui vont venir. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a l'idée qui est cachée, l'intention qu'on prête au président Macky Sall de faire ce que les autres, de vouloir à tout prix briguer un troisième mandat. Lui, il ne s'est pas encore prononcé sur ça, mais l'histoire récente de l'Afrique, de la sous-région, édifie plus d'un. Ça fait que tout le monde... donc, tant que Macky Sall n'a pas véritablement dit clairement que non, mais voilà, on me dira non, c'est un politique qui n'a pas besoin de se prononcer, la loi va... Mais tout le monde dit qu'il a besoin de rempiler. Et pour rempiler, aujourd'hui, beaucoup d'analystes politiques disent qu'il sait même plus tôt en dégageant la primature pour lui permettre d'y arriver. Donc aujourd'hui, si ils vont ramener la primature, si tant est qu'elle va véritablement revenir, mais si elle n'est pas là, la cohabitation n'aura pas véritablement de sens. C'est-à-dire que si vous avez
une majorité confortable à l'Assemblée. Mais par ricochet, vous n'avez pas, par exemple, la primature, vous n'avez pas des ministres dans le gouvernement, vous ne pouvez pas. Or, l'opposition actuelle veut participer non seulement aux élections présidentielles, mais veut participer à l'organisation de ces élections. Pour participer à l'organisation de ces élections, il faut être dans les instances, notamment à l'Assemblée. Vous voyez, il faut être à l'Assemblée. Et peut-être avec l'espoir que le gouvernement pourra être refait. Dans ce gouvernement, ils ne seront pas à la marge. Parce que c'est ce gouvernement qui va donc organiser les élections. Donc il y a des enjeux qui sont dedans, qui font que dès que monsieur le président, lui, a eu la faille, lui veut véritablement boucler les choses. Sinon, il sait bien que c'est vrai que c'est une erreur, mais on peut s'en passer pour que véritablement l'apaisement puisse permettre d'organiser de meilleures élections. Quelque part aussi, ça fait l'aubaine pour le pouvoir, parce qu'on se rappelle les résultats des dernières élections locales. L'opposition a fait une percée, surtout dans les principales villes du pays. Dakar même. Donc, Dakar, aujourd'hui, s'il n'y a plus de liste de Yehui Askanoui, ça fait les affaires du pouvoir. Bien sûr. On disait, vous savez, les politiques, il faut vraiment avoir la science infuse pour pouvoir les connaître. C'est-à-dire que moindre faille comme ça, les gens cherchent à profiter. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, je vous dis, tout est centré au niveau de Sanko. Oui. Si Sanko n'était pas au centre du jeu, nous n'allons pas assister à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que Ousmane Sanko est en train de voir aujourd'hui que ses espoirs sont en train de s'envoler. Parce que s'il n'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il faut se dire qu'il ne pourra pas être candidat à la présidentielle. Et puis vous savez également qu'il a également d'autres dossiers qui pèsent sur lui par rapport au viol de Adji Sarr et tout. Donc il est en train de voir que s'il ne se bat pas aujourd'hui pour rentrer au sein de l'hémicycle, il aura des problèmes pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Parce qu'étant par exemple à l'Assemblée nationale, il peut avoir l'immunité parlementaire. Vous voyez. Donc je crois que c'est des enjeux. Donc le gars doit se battre bec et ongle, même si c'est pour mourir, le monsieur se dit, je vais y parvenir, je dois aller. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que, avec même les autres opposants, il faudrait que les uns et les autres s'asseyent et puissent discuter. Parce que même au sein de l'opposition aussi, il y a des problèmes. Parce qu'avec cette liste dont ils ont eu des difficultés à partir avec la commission, le Conseil constitutionnel, c'est que d'autres ne voulaient pas que d'autres se présentent. Et si aujourd'hui il y a cette faille, c'est qu'au sein de cette coalition, d'autres ne voulaient pas. Et s'il y a par exemple une faille, c'est que c'est certains qui sont allés déceler cette faille et ont dû alerter les autres. Et finalement, on est là où on est. Donc je crois qu'il faudrait que l'apaisement au sein de l'opposition et avec le parti au pouvoir. Je crois que s'ils arrivent à trouver un consensus, mais la déclaration de Macky Sall que j'ai suivie, j'ai peur qu'ils puissent encore valider cette liste-là. Oui. J'ai peur. Et vu les intentions, les déclarations des uns des autres, ça serait vraiment difficile qu'on puisse accepter encore la coalition là, de pouvoir présenter sa liste. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que pourra se passer, même si on n'arrive pas à valider cette liste-là, qu'ils fassent également une coalition avec les autres, qui ont les listes, par exemple, qu'on a validées, et qu'ils puissent battre campagne et avoir effectivement une majorité confortable au sein de l'hémicycle. Mais s'il faut aller avec un bras de fer avec le gouvernement, je crois qu'ils seront les perdants. Parce qu'avec cette déclaration de Macky Sall est ferme. C'est-à-dire que rien ne peut empêcher aujourd'hui le Sénégal d'organiser les élections. Parce qu'il se dit qu'il a le pouvoir, il a l'armée, donc si les gens là veulent faire quoi que ce soit, ils seront matés. Non, mais vous savez, avec les pays là, parler de pouvoir mater les gens, vous savez ce qui se passe. Nous avons assisté à des manifestations au Sénégal, ces manifestations qui ont dégénéré. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait, même si l'opposition n'arrivait pas à valider cette liste-là, ils n'ont qu'à avoir l'esprit tranquille et de pouvoir soutenir les listes qui ont été validées pour aller à ces élections, pour avoir effectivement une majorité. Oui, je voudrais avec votre permission dire deux ou trois choses par rapport au développement de mon co-débatteur. Et je crois humblement que pour la présidentielle, ça n'a rien à voir que Macky Sall soit à l'Assemblée, oui ou non. Ousmane Sonko soit à l'Assemblée, oui ou non. Parce que il parlait du côté de l'immunité. Non, oui, mais si vous avez posé des actes qui demandent à ce qu'on lève votre immunité, on va la lever. Mais ce que je voudrais dire, par contre, c'est le nombre de députés qu'il faut avoir à l'Assemblée qui est important. Parce que pour que Macky Sall puisse passer l'intention qu'on lui prête, il a besoin d'ajuster certaines lois. Ça va être après cette Assemblée-là. C'est pour cela que l'opposition se bat.
ça c'est la première des choses. C'est pour juste dire que même si Sanko n'est pas député, si le Sénégalais décide de le porter comme candidat, il va être candidat à l'élection. Mais vous avez dit aussi une chose. Je crois que ce qui se passe au Sénégal va au-delà de la personne de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est que l'icône du sentiment qu'il y a aujourd'hui au Sénégal. Et je crois qu'il faut voir même le travail fait par l'actuel président. Pourquoi Sonko est véritablement son adversaire? Parce que Sonko tente de présenter un peu la situation que lui n'a pas réussi à faire. Et puis, je voudrais rappeler que l'ensemble des gens qui ont voté Macky Sall dans le temps, c'est eux pratiquement qui se tournent vers Ousmane Sonko. Donc, la majorité est jeune. Maintenant, la situation du Sénégal aussi, comme je l'ai dit, va au-delà de la personne de Ousmane Sonko. Mais il faut aussi se dire que les enjeux ne s'arrêtent pas à l'Assemblée nationale. C'est après l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que chacun devra se battre pour réussir à organiser ces élections-là. Et pour même le bien de l'actuel président, il a lui-même, à force de réfléchir, lui-même, il a besoin que l'opposition participe à ces élections. Pourquoi? Parce que si l'opposition participe, oui, il y a une coalition. Oui, je vais dire la coalition. Voilà, la coalition, oui, la principale coalition participe à ces élections. Pourquoi? Parce que si jamais il maintient sa position et que cette liste-là n'est pas passée, cela va exacerber les tensions. Et non seulement ça va exacerber la haine. Les gens qui sont les indécis qui sont là, qui veulent voir clair, vont vraiment se dire que vraiment ils n'en veulent pas de. On ne verra plus les raisons que c'est fini. Les gens vont se mobiliser derrière ce jeune homme et moi-même. C'est mon désir que demain l'Afrique soit dirigée par beaucoup de jeunes. Mais je crois qu'en tant que routier, il a intérêt que cette coalition la participe. S'il tient simplement en disant oui, il va organiser, il a l'armée. Mais après cette élection, les Sénégalais vont davantage se mobiliser contre le président sénégalais. Donc c'est à lui de voir. On a vu la force quand même de Ousmane Sonko dans la rue. C'est quelqu'un qui est capable d'une très forte mobilisation. Il a d'ailleurs prouvé dans le courant de la semaine, mercredi dernier, en mobilisant. Est-ce qu'il est possible qu'il fasse changer le rapport de force, qu'il amène le pouvoir à revenir sur sa position grâce à la rue? C'est possible, parce que vous savez, quand vous prenez un peu le Sénégal, vous voyez la population, la plupart c'est des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, et avec l'outil qu'ils ont entre les mains, parlant des moyens de communication, c'est facile de mobiliser aujourd'hui. Et vous savez, la plupart de ces jeunes-là sont en quête d'emploi. C'est-à-dire que les gens ne se retrouvent plus aujourd'hui. Les gens ne se retrouvent pas dans la gestion de Macky Sall, parce que les gens se disent ils n'ont pas du boulot, bon, ils tournent en rond, et quand vous allez dans les amphis, les étudiants se plaignent et autres. Donc je crois que, vu cette somme-là, au fait, ce n'est pas seulement le fait que Sanko ait pris devant, mais c'est les ressentiments que les gens ont au fait. Les gens ont des ressentiments, les gens sont mécontents de la gestion, si bien que, même si aujourd'hui, je vous dis, si un fou se lève au Sénégal pour dire, porte la voix des populations, les gens vont suivre. Ce n'est pas la personnalité de Sanko. En fait, Sanko est devant. Sanko a effectivement essayé de faire la somme, le résumé de ses ressentiments. Il a pris le devant. Au fait, vous savez, Sanko, c'est un stratagème. C'est-à-dire que c'est un monsieur, comme c'est un économe, il est là, il calcule, il voit. Il sait par où il va frapper, ça va faire mal. Et c'est ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a réussi également à faire. Il sait par où il peut attraper Macky Sall pour que cela le fasse mal. Et il a effectivement réussi ce pari-là. Le pari de pouvoir conjuguer d'abord avec les jeunes. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart de ces sorties, de ces meetings qu'ils organisent aujourd'hui, quand vous prenez la tranche d'âge, c'est entre 12, si les gens sont plus âgés, c'est 18 ans. Et vous savez que pour pouvoir maîtriser effectivement une telle jeunesse, c'est un peu compliqué. Donc je crois que aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est vrai que Ousmane Sanko et cette coalition-là risquent de faire un peu mal. Donc il faudrait que Macky Sall également puisse avoir des stratégies pour pouvoir s'en sortir, pour que ce qu'ils ont vécu l'année passée, que cela ne se répète plus. Ça, c'est important pour le Sénégal et pour l'Afrique et surtout pour la sous-région, les pays qui sont frontaliers également au Sénégal. Et je voudrais dire qu'avec tout ce qui se passe, le président Macky Sall ne fait que faire
la publicité, la campagne de Ousmane Sonko, parce qu'il aide véritablement à préparer sa présidentielle. Aujourd'hui, vous voyez, les gens sont mobilisés. Je dis, à moins qu'il veut vraiment installer à la présidence Ousmane Sonko, si ce n'est pas ses intentions, il faut qu'il recule. Sinon, ce qu'il fait là se joue contre lui, tout simplement. On va passer maintenant au second sujet. Nous parlons du Niger, du Burkina et du Mali, la lutte contre le terrorisme. Le président Mohamed Bazoum, président du Nigérien, s'est rendu dans la zone des 3 frontières où il s'est adressé aux déplacés. On va revenir un peu plus sur ses propos, mais entre autres propos tenus par le président Mohamed Bazoum, c'est la mutualisation des efforts dans la lutte contre les terroristes. Pour le président Mohamed Bazoum, il faut aujourd'hui que les différents efforts que déploient les pays pour faire face au phénomène soient mutualisés, soient mis ensemble pour lutter contre le phénomène du terrorisme. Jacques Diakouti, ça c'est un discours qu'on a souvent entendu, c'est un constat partagé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui empêche cette mutualisation des efforts? Le dire c'est une chose, mais le faire c'est autre chose. Mais vous savez, quand vous prenez le président du Niger, c'est vrai que il a incarné, il a porté l'espoir des Nigériens. Il avait également porté l'espoir des pays voisins. Mais aujourd'hui, quand vous assistez par exemple à ces déclarations, on se pose beaucoup de questions. Quand vous prenez par exemple ses relations avec le Mali, on voit qu'il y a quand même des tensions entre lui et le pouvoir qui est au Mali. Aujourd'hui, le voilà qui dit qu'il faut mutualiser les efforts. Mais comment peut-on mutualiser les efforts si notre voisin ne s'entend pas? En fait, c'est ça le problème. Tu ne t'entends pas avec le Niger, le Mali autant pour moi. Bon, comment tu peux t'entendre par exemple avec le Burkina? Vous pouvez vous entendre, mais il y a le nid du Mali qui est là. Ce serait un peu compliqué de pouvoir effectivement mutualiser les efforts. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait, avec son discours, c'est vrai de mutualiser les efforts, mais il y a un travail de fond d'abord qui doit se faire. Le travail de fond, c'est qu'il puisse s'entendre avec ses voisins immédiats. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, vous ne pouvez pas exclure par exemple le Mali du jeu sécuritaire au sein de cette région. Vous ne pourrez pas. Donc il faudrait aujourd'hui, quand il parle de cette mutualisation, il faut d'abord qu'il puisse régler son différend avec les autorités du Mali et ensemble, ils pourront maintenant, avec le Burkina, voir comment ils vont faire. Parce que vous savez, quand il était s'agit du G5 Sahel, mais le Mali avait toujours accusé Bazoum que c'est lui qui manœuvrait pour qu'il ne puisse pas prendre la présidence tournante du G5. Et finalement, on a vu que c'était vraiment vrai. On a vu après tout cette déclaration, surtout quand le Premier ministre malien est décédé, façon dont il a parlé sur les ondes, on comprend que il a quelque chose contre le cœur concernant les responsables du Mali. Et en tant que chef d'État, vous prenez ce genre de position, il vous serait difficile aujourd'hui de repartir encore vers ces autorités-là et dire à ces autorités, mutualisons nos efforts. Quoi qu'on dise, il ne pourra pas lui seul sécuriser le Niger. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ces frontières avec le Mali et le Burkina, il ne pourra pas les sécuriser. Donc c'est vrai, mutualiser les efforts est une chose, mais la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord qu'en tant que voisin immédiat, ils puissent vraiment s'entendre. Il est important à ce qu'il puisse enterrer la hache de guerre qu'il y a entre lui et Assimi Goïta du Mali. S'il veut vraiment qu'il puisse avoir la sécurité dans cette localité, dans cette région, il faudrait et le Mali, et le Niger, et le Burkina, et puissent vraiment s'entendre. C'est des voisins immédiats. Et si la communication ne passe pas entre eux, mais attendez-vous. Souvent, on a dit que comment deux personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne s'entendent pas? Mais vous ne pourrez pas. Avant qu'on puisse mutualiser les efforts, entendez-vous. Si le Mali aujourd'hui donne un contingent, le Burkina et le Niger, ensemble, ils font ce qu'on appelle peut-être les ratissages au niveau de leurs frontières, je vous dis que ça va marcher. Donc je crois que l'important d'abord, il faudrait qu'ils puissent régler la communication entre le voisin immédiat, qui est le Mali, avant de pouvoir mutualiser les efforts pour aller mater effectivement ces terroristes-là. C'est donc la zone des 3 frontières, parce que le Burkina, le Mali, le Niger se partagent une zone dite des 3 frontières. Je vous donne une lecture de partie des propos que le président a tenus. Dans cette zone des 3 frontières, quand vous passez la frontière du Niger, vous n'avez affaire qu'à des espaces occupés par les terroristes.
Et ça rend difficile le travail que doivent faire nos forces. Il est souhaitable, il est urgent que les pays frères du Mali et du Burkina Faso puissent se relever. Nous allons continuer à projeter nos forces de façon à créer le bouclier dont nous avons besoin. Donc, en clair, ce que dit le président Bazoum, dans cette zone des 3 frontières, c'est le Niger qui est la plus stable, dont les forces sont véritablement opérationnelles et que les deux autres ne le sont pas. C'est comme ça, vous l'entendez? Bon, d'abord, par rapport à la déclaration, ce qu'il dit ne dit rien, avec tout le respect, il ne dit rien de nouveau. Tout le monde connaît ça. Le G5, parce que l'historique est connu de tout le monde. On a lancé le G5 Sahel en 2017, je crois. Donc le G5 Sahel, c'est 5 pays. Oui. Donc, il y a les 3 dont on oui, a parlé, il y a Niger, la Mali, Mauritanie, et puis le Tchad. Oui. C'est les 5 pays. Donc, 2017, le G5 Sahel est lancé. En ce moment, lui, c'était son parti qui était. Donc, on lance avec une mobilisation de fonds venus des États-Unis, de l'Union européenne et des pays qui constituent le G5 Sahel. Au-delà des fonds, chaque pays avait pour obligation de fournir un contingent dont vous parlez. Donc, ils avaient déjà un contingent. Chacun avait un contingent. Et la région dont vous parlez, tout ce que vous dites là, ça faisait partie des stratégies. Donc c'est comme ça le départ. Mais de 2017 à l'heure où nous discutons, mais les choses ont évolué. Et les choses ont évolué. Parce que si vous ne tenez pas compte de ce contexte-là, vous ne pouvez pas comprendre que ce qu'il dit là, ça ne donnera rien. Les choses ont évolué. D'abord, sur le point de bilan. Quel est le bilan? Parce que le G5 Sahel, la France était le pays qui était véritablement au devant et qui fournissait et qui avait pris l'engagement d'aider les Africains de la sous-région pour combattre le terrorisme. 3 ans après, 4 ans après, on fait le bilan. De ce bilan, le Mali s'est pratiquement retiré. Oui. Vous voyez? Et du retrait du Mali aujourd'hui, avant même le retrait, vous avez vu quand je parle de la situation qui a changé, les chefs d'État qui étaient ne sont plus. Pas tous, mais ils ne sont pas. Vous prenez le Tchad, c'était Idriss Déby, actuellement c'est le fils. Bon, lui-même, Bazoum, c'était son prédécesseur. Au Burkina, voilà, maintenant c'est une nouvelle équipe qui est là-bas. En Mauritanie également. En Mauritanie. Donc, les idées, ceux qui ont lancé le GSM, l'idée dans laquelle ils étaient en collaboration avec la France n'est pas forcément la situation dans laquelle nous sommes. Et le Mali est le devant pour montrer clairement la déception de ce jeu. Maintenant, vous avez expliqué les querelles, même intestines, si je veux dire, entre les États. C'est ce que vous avez développé. Avant, oui, ce que vous dites est intéressant, mais est-ce que si c'était finalement ce que voulait Bazoum, c'est-à-dire revenez, engagez-vous véritablement dans le G5 Sahel. C'est pourquoi je dis, c'est comme vous demandez à quelqu'un de transporter de l'eau avec du panier, le panier. Je suis d'accord, il veut que les gens reviennent, mais il y a les difficultés. Je présente les difficultés. Et par exemple, le Mali, est-ce que vous voyez le Mali actuellement reprendre cette coopération-là avec, par exemple, dans quel cadre, quelles sont les conditions dans lesquelles il voudrait que le Mali revienne? Oh, le Mali ne veut plus que la France soit au devant de la scène. Ce n'est pas le cas de chez eux. Vous voyez déjà cette divergence. Ce débat-là qui est devenu pratiquement africain, où beaucoup de leaders estiment que non, effectivement, il n'y a pas eu de résultats. Donc que la France puisse reculer pour que les Africains... Donc il faut un autre cadre qui fasse consensus autour de cette histoire-là. Parce que certains estiment qu'ils vont se battre eux-mêmes pour s'en sortir. Et les gens soutiennent ça. Et d'autres estiment même que ce sont les Africains qui doivent désormais prendre le devant. Donc il faut définir un cadre qui puisse rassembler tout le monde. Quand lui dit, il veut que les gens se rassemblent là, les gens... Bon, c'est pas que les gens ne veulent pas, tout le monde veut combattre le terrorisme. Mais au-delà, la notion même du djihadisme, du terrorisme, aujourd'hui mérite d'être comprise. C'est quoi? Quand on appelle le djihadisme, finalement, c'est quoi? Parce que les informations qui circulent sur la toile, ce que les autorités aussi disent, entre le djihadisme qu'il faut combattre et ce que même les autorités des pays présentent en disant, à côté du djihadisme, on espère sur nos ressources, tout ça. Le mental de l'Africain. Donc voilà, les situations ont évolué, ont changé. Donc en demandant à ces deux pays de mutualiser leurs efforts avec le Niger, vous pensez certainement que Bazoum, ce n'est pas pour dire, nous devons créer notre force, non, mais il y a le G5, on doit le revitaliser.
Mais il faut reconnaître que le G5 Sahel est fini. Il faut qu'on se dise la vérité. Le G5 Sahel est fini. Du moment où le Mali dit qu'ils ne veulent plus voir les forces françaises sur son territoire, Bazoum qui se bat pour récupérer cette base-là au Niger. L'autre aspect, vous savez, quoi qu'on dise, si cette base-là s'installe au Niger, il sera difficile à ce que, par exemple, les avions qui vont décoller du Niger puissent survoler l'espace du Mali. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que les gens soient courageux. Il faut qu'ils aient le courage de pouvoir s'asseoir. Si Bazoum Goïta est actuellement le président du Burkina, mais ça ne s'aille pas, je vous dis, Bazoum peut parler de mutualiser les efforts. Ça ne donnera rien. Voilà. Pas du tout. Ça ne donnera rien du tout. Donc, je crois qu'il faudrait qu'ils puissent avoir le courage. Aujourd'hui, même si ce n'est pas dans le cas de la CEDEAO, au moins eux, les pays qui font frontières les uns contre les autres, il faudrait qu'ils puissent s'asseoir et réfléchir. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez par exemple le Tchad, ça va un peu. Pourquoi le Tchad va un peu? Parce que quand vous suivez un peu les réseaux sociaux, c'est parce que les minerais qu'on exploitait là-bas, il n'y a plus assez de minerais. Donc finalement, les gens trouvent que finalement c'est une coquille vide, donc ce n'est pas la peine. Donc les gens se rabattent maintenant vers les pays où ils peuvent trouver par exemple des choses à exploiter. Donc je crois que, comme il disait tout à l'heure, la notion du terrorisme, la notion même du djihadisme, il faut vraiment le redéfinir en Afrique. Il faut redéfinir les choses. Il faut que ça soit clair que tout ce que l'Afrique est en train de traverser aujourd'hui, comme tumulte, comme attaque, tout ça, au fait, c'est nos richesses qui nous créent des problèmes. Un chef d'État avait dit que si vous voulez être en paix dans votre pays, priez le bon Dieu de ne pas vous accorder les richesses du sous-sol. Si vous n'avez pas les richesses du sous-sol, vous n'aurez aucun problème. Mais du moment où vous avez les richesses du sous-sol, vous aurez des difficultés. Mais le cas, quand vous prenez le Congo aujourd'hui, le Congo démocratique, mais c'est un cas patent. On voit, on sait qu'au fait, ce qui se passe au Congo, au fait, ce n'est pas une guerre, mais c'est des gens qui, quand ils veulent par exemple avoir une richesse, ils créent une situation. On dit non, il y a le conflit entre le Congo et le Rwanda. La nuit, les gens viennent exploiter. Et du moment où ça finit, mais ça se calme après. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Si le Mali, le Niger, le Burkina veulent avoir la paix, la sécurité, c'est à eux d'abord de prendre l'initiative avant que la CEDEAO, l'Union africaine ne vienne. Mais est-ce que entre ces trois pays, les idéologies ne sont pas très différentes? Parce que vous avez aujourd'hui le Mali qui s'est tourné vers la Russie, le Niger qui est resté très attaché à la France, le Burkina, on ne sait pas trop sa situation. Est-ce qu'on peut se parler dans ces conditions? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est un peu compliqué. Vous avez bien expliqué les choses. Aujourd'hui, il y a la Russie. Aujourd'hui, il y a la France. Vous avez oublié les États-Unis. Il y a les États-Unis également qui sont là. Il y a la Chine également qui est là. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un gâteau. Aujourd'hui, vous voyez, la France vient par exemple avec un coupe-coupe. Les États-Unis viennent avec la hache. Et peut-être la Russie vient avec une massue. Et finalement, quand vous assènent ces coups, mais attendez-vous, qu'est-ce que vous allez finalement devenir? Donc c'est pourquoi je disais, c'est à nous, Africains. Aujourd'hui, si on veut que nos pays-là puissent se débarrasser de ces vautours-là que nous avons, c'est à nous de pouvoir nous organiser. Si on ne s'organise pas, attendons-nous à ce que chacun puisse tirer le drap de son côté. Et finalement, si on ne sait pas faire, on n'aura pas de bras, on n'aura pas de tête, on n'aura pas de pied. Et finalement, on serait là. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau de l'Afrique, nous avons vu une génération des jeunes aujourd'hui qui ont commencé par comprendre. Il y a l'éveil de la conscience au niveau de la jeunesse africaine. Et c'est très intéressant quand vous suivez sur certains réseaux sociaux comment les jeunes sont aujourd'hui en train de prendre leurs responsabilités. Les jeunes se disent aujourd'hui que quand on parle de la notion du terrorisme, quand on parle aujourd'hui du djihadisme, c'est des trucs vraiment fabriqués. Parce que là, nous tous nous savons, Samuel, l'Afrique ne fabrique pas les armes. L'Afrique ne fabrique pas les armes. Mais les armes là viennent d'où? Et qu'on dise, Samuel, que les djihadistes sont plus forts que les armées que nous avons dans nos pays. Ils trouvent les armements là-haut. Au fait, ils sont forts plus que les États. Au fait, tout le débat à ce niveau. Donc je crois qu'il faut une prise de conscience au niveau de nos États et que la société civile, il est important aujourd'hui que la société civile également puisse prendre ses responsabilités.
On ne peut plus laisser seulement nos dirigeants prendre le devant pour régler les problèmes. Mais en tant que société civile, la société civile a besoin également d'avoir son œil sur la gestion effectivement de ces trucs-là qui se passent dans nos pays. Si l'Afrique veut vraiment sortir, c'est vrai ce que Bazoum a dit, mutualisons nos efforts, mais avant qu'il y ait cette mutualisation des efforts, il faut qu'il y ait une compréhension, l'entente entre les États. La mutualisation, si on rêve que ça se réalise, est-ce qu'il s'agit juste de mutualiser les hommes, les moyens? De quoi s'agit-il exactement? Tout partira désormais d'une idéologie claire. C'est-à-dire que depuis là, des choses sont faites sur la base qu'on a traditionnellement quelqu'un qui se présente comme un État qui se présente comme protecteur de l'Afrique et qui décide. C'est bien, vous avez tel problème, là, voilà ce qu'on s'aligne. Donc, de cette génération dont parle mon co-débatteur, figurent même ces jeunes officiers qui ont pris le pouvoir, même si ce n'est pas le coup d'État, et qui ne sont plus véritablement dans cette démarche-là, ou qui ne sont plus prêts à être dictés, et qui pensent que pour le destin de la façon dont leur pays doit être conduit, ils ont des mots, quelque chose à dire. Donc, déjà, dans le mental des gens, les choses changent. Donc, il faut s'accorder sur ça. Est-ce que les Africains, nous sommes d'accord qu'après plus de 60 ans d'indépendance, enfin, une indépendance que finalement nous nous rendons compte qui n'était pas une, est-ce que nous voulons véritablement continuer par être dirigés comme des bébés? La question fondamentale est là. Donc, il faut harmoniser ça. Parce que c'est un peu ahurissant que le Mali, par exemple, aujourd'hui, se retrouve seul, comme il a dit, le Burkina Dandine, le Mali conservateur avec Bazoum, mais dans le Niger, pardon, mais dans l'opinion publique majoritairement jeune, l'idée c'est que les gens se prennent en charge. Donc, les gens ne peuvent plus être désormais des responsables et être en marge de cette jeunesse-là qui est en train de venir. C'est pour cela que ça doit partir de l'idéologie. À partir du moment où vous avez défini ce que vous voulez, ben, les choses peuvent venir. Maintenant, ce que vous voulez, c'est avec qui vous voulez le faire. Voilà, donc c'est intéressant. On va marquer, si vous voulez, on marque la pause pour suivre le journal et nous serons de retour dans quelques minutes pour la deuxième partie.